On connaît les peintres juifs de l'école de Paris, comme Marc Chagall, Modigliani ou Soutine, auxquels le Musée d'art et d'histoire du judaïsme a consacré une exposition l'an dernier. Mais on connaît moins comment a émergé cette nouvelle génération d'artistes juifs, le rôle des galeristes, collectionneurs et mécènes dans l'essor de l'art moderne, bref le rôle pivot des juifs dans l'art au XXe siècle et notamment aux États-Unis, son nouvel épicentre. Rencontre avec Annie Cohen-Solal, prix Femina 2021 pour son livre Picasso l'étranger. Elle est professeure des universités, écrivaine, ancienne conseillère culturelle aux États-Unis, spécialiste d'histoire culturelle et sociale, auteure entre autres de biographies reconnues sur le peintre juif américain Mark Rothko ou le galeriste new-yorkais Leo Castelli, et sur l'influence de ces deux personnages dans l'émergence et la construction d'un art contemporain américain. En attendant la réédition de ses livres en poche et la grande exposition qui sera consacrée à l'œuvre de Rothko à la Fondation Vuitton dans un an, tour d'horizon de la place des Juifs dans l'art moderne, de leur émergence, de leur spécificité de collectionneurs, marchands, mécènes ou artistes, suivant qu'ils viennent des grandes villes d'Europe centrale ou de petits villages de l'Empire russe. Annie Cohen-Solal, bonjour. Bonjour. Alors, on remarque que les Juifs commencent à jouer un rôle majeur dans l'art à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, comme marchands, comme collectionneurs, comme mécènes. Alors, en France, on peut lier cela au fait que les Juifs sont maintenant, depuis presque plus de 50 ans, citoyens à part entière, enfin, et qu'ils sont intégrés dans la société française. Les Rothschild, il y a la collection Camondo qui est connue. Donc ça, c'est une raison historique et sociologique. Mais du point de vue artistique, comment expliqueriez-vous cela? Il y a deux mondes, si vous voulez, dans le domaine de l'art, deux types d'agents, comme on dit en sociologie. Il y a les acteurs dynamiques du monde de l'art, que sont les marchands, les collectionneurs, mais les acteurs manifestes que sont les artistes. Bon, il y a assez peu d'artistes juifs auparavant, puisque on ne représente pas Dieu dans le judaïsme comme on le sait. Avec l'émergence progressive des mouvements d'avant-garde à partir de l'impressionnisme et l'apparition de l'abstraction, bien évidemment, les peintres juifs vont se trouver beaucoup plus à l'aise par rapport à le fait de ne pas représenter la figure de Dieu. Et je me référerai là à une citation de Leo Steinberg, qui était un très très grand critique d'art américain, qui était le spécialiste de Michel-Ange et de Léonard de Vinci, qui disait « Le judaïsme a survécu comme une nation abstraite. Comme l'art moderne, les pratiques religieuses sont dépourvues de représentation. C'est pourquoi il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui vont vers la peinture comme critique, comme marchand ou comme collectionneur à partir du moment où la peinture est devenue abstraite. » Et moi, je connais beaucoup mieux, beaucoup mieux le monde de l'art américain sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et c'est absolument passionnant de voir que dans la période qu'on appelle l'expressionnisme abstrait, on a énormément d'artistes juifs émigrés donc des pays d'Europe de l'Est qui ont une fonction absolument capitale pour faire émerger l'art américain après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que les États-Unis étaient un pays en retard par rapport à l'Europe, un continent en retard par rapport à l'Europe. Pourquoi ? Parce que les pionniers qu'il avait fondés, qui étaient donc venus des pays d'Europe, se plaignaient de deux choses. Sur le plan politique et sur le plan religieux, ils se plaignaient de l'argent dépensé de manière indue par l'Église d'Europe, par les églises d'Europe et par les monarchies européennes. Donc pour ces raisons-là, pour ces raisons démocratiques, les États-Unis ont été fondés par ces pionniers et pour eux, l'art représentait l'Europe qu'ils avaient voulu fuir. Donc, les artistes ont longtemps été mal vus dans la société américaine, longtemps été les mal-aimés de la société américaine, et c'est très lentement qu'ils vont être intégrés et reconnus. Mais dans ce cadre-là, je dirais que les artistes juifs émigrés d'Europe, notamment Barnett Newman, Mark Rothko et d'autres, ont contribué à
arraché l'art, les artistes américains locaux, régionalistes, qui faisaient quelque chose de très en retard par rapport à l'Europe, à les arracher à leur médiocrité et à permettre à l'art américain, spécifiquement américain, de s'envoler et de devenir à peu près l'égal de l'art européen, avec Jackson Pollock comme premier artiste reconnu, maître reconnu vers les années 1950. Vous voyez ? Donc en fait, la fonction de ces artistes juifs est essentielle, cardinale. Et il y a même une très 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 belle citation de Harold Rosenberg, qui a écrit un article qui s'appelle Is there a Jewish art? L'art juif existe-t-il? Et il disait, Barnett Newman a fermé la fenêtre, Mark Roscoe a tiré le store, Adolphe Gottlieb a éteint la lumière. En montrant comment ces trois artistes-là avaient permis de laisser en arrière cet art américain régionaliste pour faire en sorte que l'art américain évolue vers le pop art, etc. Vous voyez ? Donc c'est une fonction capitale qu'on oublie souvent de lien entre cette grande Europe dont ils venaient et puis les États-Unis qui étaient un pays neuf, qui avait à l'époque énormément de complexes par rapport à l'Europe. Ils étaient en arrière, ils étaient méconnus, ils étaient malheureux, enfin ils étaient ploucs, enfin c'était vraiment des... Ils étaient occupés à construire un pays. Voilà, mais surtout c'est un pays sans art, enfin sans alors j'ai montré ça dans un livre qui est paru en 2000, qui s'appelle Un jour ils auront des peintres, chez Gallimard en folio, et qui est dans lequel j'ai montré la lente émergence des artistes américains. On l'oublie aujourd'hui parce que les prix des œuvres d'art américaines ont atteint des prix stratosphériques, mais longtemps ça n'a pas été le cas. Alors si je reviens un petit peu en arrière, on voit fin 19e, début 20e, du côté des artistes, il y a les peintres de l'école de Paris, dont beaucoup sont juifs. Chagall, Kissling, oui, bien sûr. Kissling, Chagall, Soutine, Modigliani. Oui, bien entendu, qui arrive de Livourne. Donc, c'est un juif de Livourne. La plupart, certains viennent de Russie, d'autres viennent d'Europe centrale. D'Allemagne. D'Italie. Donc, eux sont attirés. Enfin, ils peuvent exister. Ils fuient les pogroms en quête de liberté. Donc là, on a une typologie d'artistes juifs. Mais avant cela, il y avait déjà des marchands juifs, la génération d'avant. Tout à l'heure, je parlais des juifs allemands, d'accord ? Donc les juifs allemands, c'est les grands bourgeois, c'est les collectionneurs, Après ça, on a les Austro-Hongrois, qui sont les intellectuels. Et là, on a des critiques d'art, beaucoup de critiques et beaucoup de galéristes, comme Castelli, austro-hongrois, comme André Emmerich aussi sera austro-hongrois, comme Heinrich Geldsaller, qui a été un des grands directeurs de l'art contemporain au Metropolitan Museum, etc. Et après, en fait, les artistes viennent des pays de l'Empire russe et ils sont souvent méprisés par les grands bourgeois. Quand Mark Roscoe, qui est né Markus Rodkovich, à Dvinsk, dans ce qui est maintenant la Lettonie. Il est extrêmement brillant, il arrive à l'âge de 10 ans, il parle pas un mot d'anglais. 3 ans plus tard, il entre à Yale avec 2 copains juifs russes aussi. Et il ne reste pas à Yale, il y reste 1 an. Pourquoi ? Parce qu'il y a un numerus clausus contre les jeunes juifs. Et il est de la promotion 1925, mais le doyen de Yale dit au président, les juifs sont partout. L'année dernière, tous les fellowships, toutes les bourses étaient gagnées par un juif. Il faut mettre un terme à l'élément juif à Yale. Et parmi on oublie que les numerus clausus, c'est pas seulement en Europe centrale, dans l'Empire austro-hongrois, mais que ça existe aux États-Unis. Et dans sa classe, parmi ceux qui souhaitaient le numerus clausus sur les juifs, il y avait David Schiff, qui était le fils de Schiff, un des banquiers juifs allemands de sa promotion. Pour vous dire. Donc il y avait du racisme chez les juifs allemands contre les juifs russes. Et ça, on l'oublie aussi, c'est très très intéressant. Donc si vous voulez, la classe sociale prime sur l'appartenance au judaïsme. Alors, par exemple, il y a eu un groupe qui s'appelle The Group of the Ten. Ils étaient 11. C'était tous des artistes juifs, émigrés. Eh bien, un groupe artistique en général se rassemble
sur des thématiques formelles communes, des thématiques esthétiques communes. Eh bien, là, pas du tout. Ces gens-là, les thématiques, enfin, ce qui les rassemblait, c'était qu'ils soient juifs émigrés aux États-Unis. Vous voyez? Comme un peu l'école de Paris. Oui, c'est un peu, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des individus à part entière. C'est exactement ça. Mais qui sont rassemblés parce qu'ils ont une expérience commune, qui est l'expérience de l'expatriation. Et ensemble, ils vont créer une identité qui les différencie de l'identité américaine. C'est-à-dire que ils sont très en colère contre les institutions américaines. Ils les trouvent extrêmement ringardes. Ils vont faire un groupe qui s'appelle The Irascible, qui va s'attaquer au Metropolitan Museum. Ils vont s'attaquer aussi au Whitney Museum, qu'ils vont trouver trop fermé. Enfin, c'est absolument passionnant de voir comment leur identité d'émigrés va construire quelque chose en réaction contre cette espèce d'esprit WASP qu'ils détestent. Vous avez une approche pluridisciplinaire, donc l'histoire, la sociologie, la religion, l'anthropologie, sur le cosmopolitisme de ces artistes. Donc il y a Rothko qui a émigré aux États-Unis, mais il y a votre prix Femina sur Picasso l'étranger, sans parler de Modigliani qui est un immigré aussi. En quoi cette immigration et cette expatriation influent sur leur art pour vous? De toute façon, l'artiste c'est un élément libre dans une société. Et donc l'artiste, c'est le personnage par excellence qui n'est pas fixé à une institution. Ou à un endroit. Ou à un endroit. Et le juif n'est pas fixé à un endroit. Mais en plus, l'artiste juif est ni fixé à un endroit, ni fixé à une institution. On est dans un malaise spatial. Mon point de vue sur Modigliani, c'est qu'il s'est jamais adapté à Paris. Mais Paris n'était pas si accueillant que ça. Paris était une ville terrible pour les étrangers. Je l'ai montré pour Picasso. Picasso a été fiché dès l'âge de 19 ans par la police parisienne parce qu'il habitait chez des anarchistes catalans. Et si vous voulez, Modigliani, moi, mon point de vue, ma théorie, puisque j'ai un article sur lui dans mon prochain livre, mon prochain livre s'appelle Métèque et Météore. Et Modigliani venait d'une ville qui s'appelle Livourne, qui était une ville extrêmement intégrée, la seule ville dans laquelle les Juifs étaient les bienvenus. Et donc à Paris, il a été complètement perdu. Si on voit la liste de ses adresses, c'est ahurissant. En fait, la culture d'un émigré, c'est ni la culture d'où on vient, ni la culture d'où on va, c'est ailleurs. Il y a un très beau livre qui vient de sortir par une sociologue américaine qui s'appelle Here, There and Elsewhere. Et moi, je dis ça avec d'autres mots peut-être. Je dis que leur passeport ne les définit pas, que ce soit un passeport français ou un passeport russe, mais leur quête de liberté. Non, ce qui les définit, c'est un espace d'appartenance. Un espace d'appartenance. Donc, c'est vrai que la définition par nationalité n'a pas grand sens pour les artistes, puisqu'en fait, ils butinent un peu partout. Picasso, à l'âge de 14 ans, a recopié un Velázquez au Prado de Madrid, qui était plus beau que le Velázquez originel. Donc, il se savait génial. Et chaque artiste emprunte aux artistes des siècles précédents. Pour Mark Rothko, donc le célèbre peintre américain d'origine juive, l'un des plus grands peintres abstraits, on en reparlera l'année prochaine au moment de la grande exposition à la Fondation Zito. Donc vous diriez que son statut d'immigré, originaire donc de cette ville en Lettonie, Dvinsk, aujourd'hui ça s'appelle Daugavpils, j'y étais, très très bien, a joué un rôle dans la construction de son œuvre. Ah ben clairement. L'abstraction est-elle liée au judaïsme, par exemple, clairement. De son œuvre? Oui, clairement. Si vous voulez, il est arrivé à, de toute façon, il a une trajectoire très atypique parce que un peintre en général, quelqu'un qui sait dessiner ou qui va dans les musées ou qui fait une école d'art. Rothko, rien de tel. Comme je vous l'ai dit, il a quitté Yale alors qu'il aurait dû devenir ingénieur ou médecin parce qu'il y avait ce numerus clausus contre les Juifs. Et c'est par hasard qu'il est allé dans un atelier de peinture. Et là, il a eu 2 maîtres, dont l'un d'entre eux était Max Weber, dont le père était rabbin en Russie, et qui a été son professeur particulier. Alors au début, c'était vaguement figuratif, et puis à partir, ça devient après un peu surréaliste, et puis l'abstraction et ce qu'on appelle signature style de Rothko
évolue sur une période de 10 ans, mais il devient qui il est en 1959, avec ces rectangles de couleurs flottant l'un sur l'autre. Vous savez, quand Roscoe montrait des cartes de la Russie à sa jeune fille, il lui expliquait, voilà, tu vois, aujourd'hui on peut pas vraiment voir, mais c'est de là que je viens, puisque toutes les frontières ont changé. L'Empire russe était l'Empire russe, puis il y a eu la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, etc. Et moi je pense que avec ces frontières flottantes entre les États, il a rejoint ces frontières flottantes entre les couleurs et entre les espaces, et qu'il a donné à l'autre le moyen de s'identifier avec cet espace d'appartenance qui n'est pas rivé aux frontières. Qui est au-dessus des frontières que les hommes ont délimitées. C'est ce que je pense. Voilà, c'est là qu'il se trouve, à mon avis. J'aimerais revenir à Picasso. Oui. Qui a été extrêmement bien entouré par un marchand juif, par des collectionneurs juifs aussi. Il y a Gertrude Stein, elle était une riche héritière qui vivait à Paris dans le Montparnasse, des années 20, et qui a acheté beaucoup de ses premières toiles. Oui, mais est-ce qu'ils ont joué un rôle prépondérant ou est-ce que Picasso aurait été Picasso sans ces personnages? Non, ils ont joué un rôle prépondérant. Je veux dire, je vais vous donner dans un espace très dense les années 1907-1914, quand Picasso est cubiste. Donc quand il fait sa grande sortie cubiste, je peux vous donner 4 noms de personnalités juives qui ont un rôle. Il y a qui? Gertrude Stein, Daniel Henry Kahnweiler, Alfred Stieglitz et aujourd'hui Léonard Lauder. Bon, alors je termine par Lauder. Lauder, c'est l'héritier de Estée Lauder, donc juive roumaine, etc. Estée Lauder, donc la femme de cosmétiques. Oui, lui c'est le fils aîné. Il a créé à New York un centre d'études sur l'art moderne à partir des œuvres de Picasso, de Braque, de Juan Gris et de Léger, mais exceptionnel. Il a donné $1 milliard au Metropolitan Museum en disant c'est la seule période de Picasso qui m'intéresse. Et là, on peut avoir des bourses, il a financé mon catalogue, cet homme-là. Il est extraordinaire. Je le connais bien. C'est un grand ami. C'est un type formidable. Après ça, les 3 autres que j'ai cités, c'est 3 juifs allemands. Kahnweiler, c'est le marchand qui va être le seul à comprendre les Demoiselles d'Avignon. Et il arrive... C'est le premier à apprécier le cubisme. Oui. Et il arrive dans l'atelier de Picasso, il a 22 ans. Picasso a le même âge. Lui, c'est le fils de banquier allemand. Et pourquoi comprend-il le cubisme que la France ne comprend pas? Parce qu'en France, on a une académie des beaux-arts extrêmement rigide, avec l'œil rivé sur le bon goût, entre guillemets, de Louis XIV. Et l'académie des beaux-arts est terriblement rejetante. Même les œuvres de Picasso ne seront vues dans les musées français qu'à partir de 1947. Auparavant, il n'y en a même pas. Donc, alors qu'il est extrêmement célèbre en Russie avant 14, qu'il est très célèbre aux États-Unis avant 45, en France, il n'existe pas. Bon, à cause de ça. Deuxièmement, Kahnweiler, donc il est élevé avec dans l'œil la généalogie des historiens d'art allemands, qui sont des gens extrêmement cultivés, qui ont voyagé, qui sont anthropologues, qui sont linguistes, qui sont philosophes, et qui sont intéressés par les cultures qui viennent d'ailleurs. Donc Kahnweiler, grâce à son ethos d'allemand, de juifs allemands, comme dirait Hannah Arendt, entre deux, sur un strapontin, finalement, perçoit ce que veut dire Picasso. L'autre personne qui va le percevoir, c'est Gertrude Stein, dont j'ai montré qu'elle était née son père était né dans un village à quelques kilomètres du village de Kahnweiler, où était né Kahnweiler, et qui elle-même arrive à Paris comme expatriée, expatriée américaine, elle va le rester sans parler français, et qui écrit son livre The Making of the Americans au moment où Picasso fait son portrait et crée le cubisme. Et aux États-Unis, celui qui va le premier montrer Picasso aux États-Unis dans sa galerie, c'est Alfred Stieglitz, un autre juif allemand, lui aussi, qui vient d'une famille née tout près des Stein et de Kahnweiler, et qui dans sa galerie 291 va montrer les premiers dessins de Picasso, en acheter un, notamment un très très beau dessin cubiste qui s'appelle Nude, et qui va décider d'offrir cette série de dessins au Metropolitan qui n'en veut pas. Donc si vous voulez, les vrais précurseurs, les vrais pionniers en matière de
d'avant-garde sont les Juifs allemands. Et là, Picasso est porté par ces 4 personnalités dans les États-Unis qui en veulent bien et dans la France qui n'en veut pas, par les Stein, par Kahnweiler, aux États-Unis par Stiglitz et maintenant avec Lauder, quoi. Donc, au moment où Paris cesse d'être la capitale mondiale qui attire les artistes du monde entier, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'épicentre artistique se déplace vers New York. Et c'est là qu'on voit que les Juifs, qu'ils soient collectionneurs, marchands ou artistes, jouent un rôle primordial. Ou critique, aussi, critique. Ou critique. Et là, ce qui est très très amusant, c'est de voir que les classes sociales, les Juifs se représentent dans le monde de l'art suivant les classes sociales. Alors on a les grands bourgeois ou même les aristocrates, les grands collectionneurs sont les Juifs allemands, qui avaient un rapport un peu hautain avec les autres, avec les Juifs des Städte. On a les Rothschild, on a les Warburg, on a les Sachs, et eux, ce sont Sachs de Goldman Sachs, oui, absolument, banquier, hein. Oui. Mais Sachs même, je veux dire, celui qui a construit des générations de directeurs de musées aux États-Unis, c'est Paul Sachs, le fils de Goldman Sachs, à Harvard. Il avait un cours qui s'appelait Museum Class, et dans cette Museum Class, il enseignait comment devenir directeur de musée. Et il disait, les directeurs de musées américains seront les guides pour le peuple américain. C'est un type qui a eu une influence considérable. Il est resté professeur pendant 40 ans. Et leurs meilleurs amis, c'était les Warburg, qui ont donné leur mansion, leur hôtel particulier sur la 5e avenue pour le musée juif de New York aujourd'hui. The Jewish Museum, qui fait des expositions extraordinaires. Et la propriété privée des Warburg, vous voyez. Sans parler du musée Guggenheim, de Salomon Guggenheim. Bien sûr. L'oncle de Peggy Guggenheim, elle a œuvré en France et en Italie. En France, aux États-Unis, en Angleterre, aux États-Unis, avec sa galerie qui s'appelait Art of this Century, avant 1948, d'émigrer à Venise. Mais je vais vous raconter quelque chose que vous allez adorer, Hélène. En 1948, après l'intermède de la guerre, reprend la Biennale de Venise. Et à la Biennale de Venise, il y a des pavillons nationaux, comme vous le savez. Or, cette année-là, le pavillon américain présentait une exposition extrêmement ennuyeuse avec tous les peintres de la Hudson River School et tous les peintres régionalistes qui étaient complètement en arrière par rapport aux Européens. Peggy Guggenheim, elle, rentre en Europe et décide de s'installer à Venise. On connaît son palais aujourd'hui à Venise. Mais le directeur de la Biennale a un espace vide, c'était l'espace qui devait aller aux Grecs. Mais à cause de la guerre civile, les Grecs ne viennent pas. Alors il propose à Peggy Guggenheim d'exposer sa collection aussi. Et sa collection, elle fait le lien entre les peintres américains régionalistes, quelques-uns, et puis toutes les avant-gardes européennes, et l'émergence des expressionnistes abstraits. Elle montre Pollock et elle montre Roscoe, etc. Et donc c'est elle qui va rendre compte beaucoup mieux des États-Unis que le pavillon américain officiel. C'est magnifique, non, comme allégorie quelque part, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Donc on voit qu'il y a l'école de Paris, principalement des artistes juifs, mais il y a aussi beaucoup de collectionneurs et de marchands. Bernheim Jeune, Lévi Rosenberg, le grand-père d'Anne Sinclair. Bien sûr. Ces marchands ont fait plus que vendre des toiles pour s'enrichir. C'était des passionnés. Oui. Ils ont rendu célèbres des peintres. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Effectivement, Paul Rosenberg, c'est lui qui a créé le marché pour Picasso aux États-Unis. Donc, ça demande une immense intuition, une immense finesse pour pouvoir être l'intermédiaire entre un artiste qui est seul dans son atelier, que personne n'a vu, trouver le bon critique qui va écrire un papier et trouver les bons clients. Et par exemple, un des coups extraordinaires qu'a fait Leo Castelli par rapport à Jasper Jones, quand il l'a montré, Jasper Jones avait 27 ans, personne ne connaissait son nom. Castelli a demandé à Leo Steinberg, dont le père avait été ministre de la justice de Lénine, donc ce Leo Steinberg. Donc Castelli demande à Steinberg, je finance Steinberg pour écrire un article sur Jasper Jones. Or, Steinberg était donc
le spécialiste de Michel-Ange et de Léonard de Vinci. Et en faisant ça, l'article de Steinberg a imposé Jasper Jones dans l'histoire de l'art. Et donc c'est une série de gestes de cet ordre-là qui font que l'artiste aux États-Unis est devenu un citoyen non seulement à part entière, mais célébré. Célébré. Mais si vous voulez, pour revenir au marchand juif, cet homme qui m'a fait découvrir l'art, qui s'appelle Léo Castelli, puisque c'est lui qui m'a accueilli quand j'étais conseiller culturel, quand je suis arrivé comme conseiller culturel en 1989, c'est lui qui m'a accueilli, qui m'a dit voilà, je vais vous initier à l'art américain, et il l'a fait. Eh bien cet homme-là, j'ai essayé de comprendre son fonctionnement. Il est né dans une famille bien sous tout rapport à Trieste, austro-hongroise, et il était passionné par la Renaissance italienne. J'ai découvert que ses ancêtres vendaient déjà le papier à Piero della Francesca et à Vasari dans l'Europe de la Renaissance, dans l'Italie de la Renaissance. Bon. Et donc, sa famille a toujours été déplacée. La famille habitait à Monte San Savino en Toscane. Ils ont été déplacés par un pogrom anti-juif en 1799 qui s'appelait Viva Maria. Ils ont été vivre à Trieste où ils étaient protégés par Marie-Thérèse d'Autriche. Et puis en 1933, il s'est retrouvé à Bucarest, puis Paris. En 1939, il est parti pour les États-Unis grâce à son beau-père, qui était un très très riche banquier de Roumanie. Et donc, si vous voulez, toute leur histoire est une histoire de déplacement pour raisons raciales, pour raisons politiques. Et Castelli, quand il arrive aux États-Unis, devient d'abord collectionneur, et quand il ouvre sa galerie, il n'a de cesse de chercher à reproduire cette admiration qu'on avait pour les artistes dans l'Europe des Médicis. Et donc, il va transformer l'artiste en héros. Il va transformer la condition sociale de l'artiste aux États-Unis, qui était si précaire, comme je vous ai raconté au XIXe siècle, en héros. Et c'est grâce à lui que les artistes américains vont être reconnus, célébrés, légitimés, gagner de l'argent, et après, il va les faire reconnaître dans le monde entier grâce à la Biennale de Venise de 1964, avec Rauschenberg, qui est le premier artiste américain reconnu. Mais si vous voulez, la configuration des Juifs dans l'espace américain est radicalement différente de la France, radicalement différente. Ils sont beaucoup plus intégrés, beaucoup plus... Et voilà, mais c'est certain. C'est leur fonction d'agent vient de leur statut de déplacé. Et donc ils vont, c'est comme, si vous voulez, c'est comme des abeilles qui transportent le pollen. Ils vont fertiliser le sol culturel des États-Unis. Donc il y a une très grande dette dans l'art américain par rapport aux émigrés juifs. C'est évident, c'est évident. Aujourd'hui, diriez-vous que les Juifs continuent d'occuper une place importante dans l'art moderne et l'art contemporain aux États-Unis? Ah oui, absolument, certainement. Il y a une profusion de marchands, de collectionneurs, d'artistes. Enfin, les artistes, il faut parler de Louise Nevelson, il faut parler de Abraham Lassaou, il faut parler, c'est évident. Eli Broad aux États-Unis, que c'est un immense collectionneur qui a ouvert un vrai musée. Annie Cohen-Solal, merci. On explorera l'année prochaine, donc en profondeur, un peu plus en profondeur, le parcours incroyable de Léo Castelli, celui de Marc Rothko aussi. Donc Castelli pour la sortie de votre livre en poche et Rothko à l'occasion de la grande exposition à la Fondation Louis Vuitton. En attendant, il faudra un peu patienter, mais je renvoie à votre prix Femina 2021, Picasso l'étranger, et je vous dis à très bientôt. Merci Hélène, merci.